Merci beaucoup, vous m'entendez bien ? Très bien, parfait. Très bien. Je vous propose de passer directement à la slide suivante, juste pour peut-être nous présenter un peu, parce que notre territoire n'est pas forcément connu de tous. En quelques mots, effectivement, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, c'est 73 communes situées dans les Yvelines, 410 000 habitants, qui fait de nous la plus grosse communauté urbaine de France en termes de population, avec une particularité qui est que nous n'avons pas de commune-centre. Et on est un peu les seuls sur ce modèle-là, avec plusieurs pôles urbains allant de Conflans-Sainte-Honorine jusqu'à Mantes-la-Jolie. Et aussi une autre particularité, c'est que nous sommes un territoire plutôt agricole et forestier, avec des sites naturels, semi-naturels. 72% de notre surface, effectivement, n'est pas urbanisée. Et une autre particularité qui va faire écho à nos problématiques de compensation, c'est que nous avons 38% de notre territoire qui sont soumis effectivement à des enjeux de zones écologiques, ou en tout cas d'identification de zones écologiques importantes. Slide suivante, juste pour visualiser notre territoire. Voilà, je ne vais pas m'attarder, juste que vous nous localisiez en Île-de-France. Effectivement, on est sur l'ouest de Paris, le long de la Seine, et notre tissu urbain est vraiment le long des berges de la Seine. Voilà comment un peu constituer notre territoire. Donc, je vais rentrer plus dans le vif du sujet, avec l'idée effectivement de vous expliciter comment aujourd'hui nous appréhendons la problématique de la compensation écologique. Des problèmes que nous rencontrons, je vais vous proposer deux exemples qui, je pense, vont parler à un certain nombre de participants qui sont confrontés aux problématiques d'aménagement. Et puis, je conclurai le propos sur l'état de nos réflexions et les perspectives qu'on se donne. Et les deux interventions précédentes, en fait, font beaucoup écho, vous verrez, à ce que nous envisageons, en tout cas, l'état de nos réflexions. Donc, démarrons sur le contexte un peu de Grand Paris Seine-et-Oise. Slide suivante. On va passer directement à la slide encore après. Alors, je ne vais pas vous lire un petit tous ces éléments, juste pour expliciter qu'effectivement une communauté urbaine exerce un grand nombre de compétences très intégrées, et un certain nombre de ces compétences, justement, vont avoir un impact sur nos enjeux de compensation, soit impact positif ou négatif. Alors, je ne vais pas tout évoquer, mais notamment la partie développement économique, ça a été donné en exemple juste précédemment. Effectivement, la communauté urbaine est compétente sur l'aménagement, la création ou l'extension de zones d'activité économique. C'est le cas sur notre territoire. Nous avons des projets d'extension qui auront des impacts que nous devons prendre en compte concrètement dans ces projets-là. Sur l'aménagement de l'espace également, nous sommes compétents en termes de planification urbaine. Nous avons délibéré l'année dernière notre plan local d'urbanisme intercommunal avec effectivement des enjeux de maîtrise du développement urbain et économique. Et donc, cette maîtrise et cette gestion foncière est un enjeu majeur pour nous. Nous avons effectivement la capacité, et nous avons créé des zones d'intérêt communautaire, des zones d'aménagement d'intérêt communautaire, notamment sur des pôles gares, mais sur d'autres secteurs également. Et puis, nous sommes en compétence sur la constitution de réserves foncières. Nous avons des réserves foncières et c'est un levier intéressant que j'évoquerai un peu plus tard, qui va nous permettre de nous donner des perspectives justement en termes de compensation, et je pense que plusieurs collectivités peuvent être dans ce cas de figure-là. Autre type de compétences qui va impacter énormément nos sujets de compensation, c'est la création de voiries. Nous sommes gestionnaires de l'ensemble des voiries du territoire. Les voiries communales sont devenues communautaires, donc vous imaginez que c'est un gros réseau avec des développements de nouvelles voiries, et j'aurai un exemple concret que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et puis des compétences comme notamment sur l'environnement, le soutien à la maîtrise de la demande de l'énergie, et notamment la production ou la constitution d'unités de production d'énergie. J'aurai un autre exemple aussi sur une centrale solaire qui nous donne pas mal de fil à retordre sur ces sujets-là. On pourra en discuter. Et puis d'autres exemples sur tout ce qui est équipement lié au traitement des déchets ou à l'assainissement, où là encore on a des infrastructures à installer pour assurer les services publics du quotidien et qui sont impactants sur
les milieux. Slide suivante. Effectivement, donc pour évoquer les différentes dimensions de compensation sur lesquelles nous réfléchissons et nous essayons d'agir. On parle beaucoup là dans le propos de ce matin de la compensation environnementale, mais on a abordé aussi un petit peu l'ensemble des autres thématiques. Donc la compensation environnementale, effectivement, comme ça a été évoqué, on est sur un concept plutôt en nature avec une réflexion, on y reviendra, de recherche de foncier pour compenser les impacts. On travaille énormément aussi sur notre territoire sur la compensation agricole collective. 40% de notre territoire est couvert par des surfaces agricoles. Donc, de fait, on a toujours un projet à un moment donné qui va impacter un milieu agricole. Ou alors là, on est sur des concepts un peu mixtes, à la fois de compensation nature, mais surtout compensation financière. La pratique aujourd'hui, qui est assez récente sur la compensation agricole, on a commencé un peu à le vivre sur le territoire, va plutôt se passer sur des négociations financières pour essayer de combler un peu les manques à gagner au niveau à l'échelle d'une filière, à l'échelle d'une exploitation. On traite aussi, nous, des sujets de compensation forestière sur des problématiques de défrichement. On a hérité de zones de compensation avec replantation sur quelques hectares. Et donc, on a aussi ce sujet-là, puisque 25% aussi de notre territoire est couvert par des forêts ou boisements. Je disais qu'on est très, très agricole et nature. Donc, là aussi, cette richesse du territoire, de fait, implique parfois des impacts, malheureusement. Une autre compensation sur laquelle on commence un petit peu à se faire des nœuds dans le cerveau, en tout cas, on se dit que ça va être compliqué, mais il va falloir effectivement se mettre en ordre de bataille, c'est sur la question de l'artificialisation des sols, avec l'enjeu du zéro artificialisation nette. Donc ça, c'est pareil, ça commence à alimenter toutes nos réflexions. Et la stratégie que je vous expliciterai un peu à la fin de la présentation, ça fait pleinement partie de nos questions. Et puis, alors quelque chose qui est peut-être plus annexe, quoique, puisque nous animons un plan climat et énergie territoriale, et on a aussi aujourd'hui les sujets de compensation carbone, avec notamment, il n'y a pas que ça, mais des puits de carbone comme de la replantation forestière, la replantation de haies. Donc ça aussi, ce sont des enjeux qui peuvent télescoper positivement les questions de compensation environnementale d'ailleurs, donc sur lesquelles aussi nous commençons à mener des réflexions. Slide suivante. Aujourd'hui, comment ça fonctionne la compensation AGPSO? Alors nous avons bénéficié avantageusement en fait d'une expérimentation qui avait été lancée dans les Yvelines par le conseil départemental sur la constitution justement d'une cellule pour travailler sur la compensation par l'offre, qui s'est concrétisée par la création d'un groupement d'intérêt public en 2017, dont le conseil départemental des Yvelines est membre, et la communauté urbaine est rentrée dès la constitution de ce GIP, alors qui s'appelait Biodif. Ça peut peut-être parler à certains d'entre vous qui connaissent un peu le fonctionnement sur l'Île-de-France, qui depuis peu a changé de nom, s'appelle maintenant Seine-Yvelines Environnement, puisqu'ils sont en train de monter en puissance. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine en sont aujourd'hui membres. Un certain nombre d'aménageurs et de PCI sont maintenant membres du GIP. Et effectivement, donc comme je disais, son fonctionnement, son concept initial est bien de faire de la compensation par l'offre, avec toutes les difficultés, toutes les réserves qui ont été évoquées précédemment sur lesquelles je ne vais pas venir, mais ils sont vraiment du coup sur les deux modèles, à la base l'offre, mais aussi bien évidemment sur la compensation à la demande. Et aujourd'hui, c'est un opérateur qui est intéressant pour nous, puisque étant membre d'un GIP, en fait, on est dans un principe de quasi-régie, et donc du coup, on peut les mobiliser sans passer forcément par la mise en concurrence dans le cadre du Code des marchés publics. C'est aussi l'intérêt pour nous d'être rentrés dans ce GIP et de pouvoir les mobiliser autant que de besoin sur nos projets. On aborde aussi, nous, la compensation par la gestion de sites. On a hérité, alors je ne l'ai pas dit, mais notre communauté urbaine est récente. Elle a été constituée en 2016. Et donc, nous avons hérité de l'historique des 6 EPCI qui nous constituent aujourd'hui. Donc ça signifie qu'on a hérité des zones de compensation. Alors juste un exemple effectivement de zones de compensation dont on assure la gestion au quotidien, j'ai envie de dire, surtout en ce moment, parce que voilà, c'est un exemple dans une zone d'activité économique où on a dû préserver, reconstituer un habitat pour préserver le crapaud calamite qui a un habitat qui est une zone de reproduction qui est en plein milieu des zones d'activité.
que nous avons dû réaménager dernièrement puisqu'elle avait été dégradée du fait d'intrusions illicites, avec tout un plan de gestion écologique à remettre en place suite à ces nouveaux aménagements, et avec toute la difficulté, vous le constatez, de comment on gère une compensation écologique aujourd'hui sur un territoire comme le nôtre. Avoir une poche de biodiversité en plein milieu d'une zone d'activité, c'est pas simple, puisque les petits crapauds calamites ne passent pas leur vie uniquement dans ce petit périmètre-là. Vous imaginez bien, ils migrent et on leur a pas appris à traverser la route. Donc voilà, il y a quelques enjeux aussi de continuité écologique à prendre en compte dans toutes nos réflexions. Et ça, c'est un héritage, mais ça devra animer nos réflexions à l'avenir. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans une approche, comme c'est explicité sur la dernière ligne, effectivement, d'un accompagnement au cas par cas des projets. Et c'est un peu toute la difficulté qu'on va voir après, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu en mode pompier. C'est-à-dire que nos collègues des directions métiers portent leurs projets et n'ont pas encore, ça vient doucement, mais jusqu'à présent, n'avait pas encore la notion de concept environnemental et d'impact environnemental des projets, et que du coup, une fois confrontés à la problématique de façon un peu brutale, nous appellent un peu au secours pour voir comment on peut traiter le sujet. Et souvent, quand on le prend en cours de projet ou à la fin d'un ficelage de dossiers d'études d'impact ou de toutes sortes de réflexions sur les aménagements réalisés, c'est vrai que c'est toujours très, 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 très compliqué de pouvoir trouver des bonnes solutions faciles et économiquement tenables. Donc ça, on y reviendra. Slide suivante. Donc, les problématiques rencontrées, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur les problématiques rencontrées. Comme je l'évoquais un peu, notre premier sujet, et c'est un sujet qu'on commence à aborder de façon très, très forte avec nos collègues des directions métiers et opérationnelles, c'est la méconnaissance de ce que c'est que la compensation et de la séquence ERC. Et j'ai envie de dire, même le terme de politique de compensation, c'est tout de suite, ça biaise le raisonnement des collègues. Parce qu'on évite de dire justement qu'il y a juste avant ça les deux termes, éviter et réduire, qui sont fondamentaux et qui sont aujourd'hui trop peu pris en compte. On part tout de suite bien en tête sur de la compensation, avec toutes les difficultés que ça représente sur le foncier, sur les coûts, sur l'adaptation du projet. Et donc ça, c'est la vraie difficulté qu'on rencontre aujourd'hui sur nos projets et qu'on va essayer de changer un peu de braquet. Méconnaissance du concept de compensation aussi, parce qu'on ne compense pas sur un joli milieu qui est déjà parfaitement développé, avec un beau petit réservoir de biodiversité. On est bien sur un foncier dégradé qu'il va falloir upgrader, si je peux utiliser ce terme, qu'il va falloir améliorer, qu'il va falloir retravailler pour justement recréer de la richesse. Avec aussi le concept de compensation, c'est dans la durée. Aujourd'hui, on est sur des durées qui sont autour de 30 ans de gestion d'un site de compensation. On parle même maintenant, dans les échanges avec les services de l'État, de durées qui peuvent aller jusqu'à 50 ans. C'est assez énorme. C'est compliqué de se projeter dans ces calendriers-là, et ça implique aussi du coup, de fait, des coûts financiers. Et ça, il faut bien l'intégrer, et c'est très peu connu aujourd'hui. Donc l'absence d'anticipation, on l'a évoqué sur la compensation dans les projets, ça aujourd'hui c'est chronique, mais c'est pour tout le monde, je pense, ça commence à évoluer, mais c'est chronique. Le coût pour une collectivité, c'est un enjeu majeur sur un coût global, sur l'équilibre économique d'un projet. Le fait d'intégrer le coût de la compensation, c'est fondamental, puisqu'il y a le coût de l'AMO qui va nous accompagner. Alors pour nous, c'est potentiellement Biodiff, Seine-et-Ville Environnement ou tout autre opérateur de compensation qui va nous aider à caractériser nos besoins, à nous aider à rechercher le foncier, à nous faire un plan de gestion et potentiellement prendre en charge la zone de compensation pendant les 30 ou 50 ans. Donc c'est un coût massif qui doit être intégré dans le projet et qui aujourd'hui n'est pas du tout mis en... Alors AMO, je vois qu'il y a une question AMO, pour l'acronyme assistant à maîtrise d'ouvrage. Voilà, c'est pour une assistance à maîtrise d'ouvrage. On se fait accompagner pour pouvoir assurer ces prestations de compensation écologique. Autre problématique très forte en Île-de-France, mais qui je pense se retrouve partout, qui est la rareté du foncier, la cherté du foncier.
disponible dans des délais qui sont compatibles avec le calendrier du projet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de chercher de la compensation pendant 5-6 ans quand on a un projet qu'on doit faire sortir de terre avec un calendrier particulier, avec une commande politique. C'est donc un enjeu fort. Et puis, la question du dialogue avec les services de l'État. C'est pas neutre, je le mets parce que nous, on s'en rend compte au quotidien. La perception des choses entre le territoire, la collectivité et les services de l'État, qui sont les services instructeurs, on a parfois un décalage, on ne parle pas toujours le même langage, et avec parfois des exigences et des injonctions contradictoires qu'il faut qu'on gère sur le développement d'une politique énergétique, mais qui impacte une politique environnementale, et comment on arrive à trouver les bons équilibres. Et voilà, on a parfois du mal à dialoguer sur ces questions avec les services de l'État, mais c'est fondamental, et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler très en amont. Donc, pour rentrer dans le concret d'un premier projet que je souhaitais vous partager, effectivement, c'est un projet de voirie, de constitution de nouvelles voiries que nous portons actuellement. Donc, c'est un projet complètement d'actualité, c'est pas quelque chose de passé, on le vit aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails d'où c'est localisé, mais cette voirie, ce barreau routier, en fait, a vocation à raccorder un quartier d'une de nos communes avec des équipements publics, donc qui se trouve plutôt à l'est, donc à la droite de la photo, à une zone d'activité économique qui est en cours de requalification, qui est en cours de redensification, redynamisation, qui est plutôt donc du coup sur l'ouest, à gauche de la photo. Et ce barreau routier, en fait, c'est un projet qui est assez ancien, qui était d'abord porté par la commune, qui est ensuite passé à l'intercommunalité en 2016, mais qui date de 2007, donc ancien. Avec un concept initial du projet qui n'avait pas du tout pris en compte ces notions de compensation et de RC. En 2007, c'était encore moins dans les esprits que maintenant. Alors, avec un équilibre économique du projet qui est important à questionner. Alors, ce projet, grosso modo, quel est-il ? C'est on traverse à la base, initialement, on devait traverser des espaces agricoles, donc exploité pour partie. Petit à petit, au fil des années, il y a eu une petite déprise agricole, donc sur la partie nord que vous voyez en un peu plus sombre, en marron clair. Donc une déprise agricole qui a fait que ces friches agricoles se sont petit à petit développées, ont laissé libre cours à la nature. Et là où nous avions des espaces qui étaient relativement pauvres, parce qu'agricole, plutôt on est sur la grande culture, là, donc plutôt céréalière. Donc on avait des milieux qui n'étaient pas particulièrement riches, mais qui sont devenus très riches et qui sont devenus aujourd'hui de vrais enjeux en termes de biodiversité. Et donc, en fait, le fait que ce projet ait duré très longtemps, la problématique n'existait pas au début du projet, et la problématique environnementale s'est imposée à nous au fil des années. Et donc, du coup, nous avons une double problématique de compensation agricole qui est arrivée en cours de route aussi, qui aujourd'hui est très cadrée, et de compensation écologique, puisque nous traversons dans le projet de faisceau de voirie un espace boisé et des milieux semi-ouverts avec des espèces végétales et animales, et notamment des oiseaux, qui sont très intéressants et en tout cas fléchés en Île-de-France comme importants. Donc, avec effectivement, du coup, une nouvelle conception à avoir du projet. Alors, c'est un barreau routier, donc on n'a pas des milliards d'options en termes de réalisation de la voirie, d'autant que la maîtrise foncière par DUP, donc déclaration d'utilité publique, est en cours de réalisation, et toute la démarche administrative est finalisée. Donc aujourd'hui, on est un peu verrouillé sur le faisceau. On est obligé de suivre ce faisceau. On a assez peu de marge de manœuvre pour faire de l'évitement et de la réduction. Et donc aujourd'hui, on est plein pot sur de la compensation sur un milieu qui est relativement riche. Et donc là, on n'est pas sur la compensation par 1 pour 1. Grosso modo, on impacte à peu près 600 mètres carrés, et les services de l'État nous demandent de compenser à peu près 6 000 mètres carrés, et on doit compenser 9 000 mètres carrés
équivalent donc en compensation. Donc sur ce sujet-là, typiquement, on n'a pas anticipé, comme je vous le disais. Donc on a sollicité notre opérateur GIP, Seine-et-Yvelines Environnement, pour nous accompagner là-dessus, ce qui représente un coût important supplémentaire, et l'équilibre économique du coût du projet est complètement re-questionné. Puisque sur la maîtrise foncière, on monte très très vite sur du 150 000 euros en complément du projet, plus tout ce qui est projet de compensation. Enfin, sur un petit barreau routier, finalement, on se retrouve à des coûts qui sont prohibitifs, et en face, malgré tout, une attente politique forte que ce projet sorte. Et donc voilà, un questionnement à la fois environnemental et économique qui fait que aujourd'hui, on est en plein dans la réflexion sur quelle compensation on peut imaginer, à quel coût et où. Voilà. Donc ça, c'est complètement en cours de réflexion. Peut-être slide suivant sur un deuxième exemple de projet qui est un peu différent, sur lequel la communauté urbaine n'est pas en maîtrise d'ouvrage directe, mais en accompagnement sur la mise en place d'une centrale solaire que nous accompagnons dans le cadre de notre plan climat sur la production d'énergie locale durable. Alors la particularité de ce projet est que on se situe sur une ancienne décharge en cours de réhabilitation. Donc une décharge officielle, légale, qui est en cours de réhabilitation. Et donc l'idée est d'installer une centrale solaire d'à peu près une vingtaine d'hectares. Alors, la difficulté, pour expliquer un peu le contexte de ce projet, est que d'une part, nous sommes en bordure de Seine, sur un périmètre qui n'est pas très très loin d'un réservoir de biodiversité défini dans le schéma régional des continuités écologiques. On est en plein sur une ZNIEF donc, de type 1, donc une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Qu'en plus de ça, effectivement, dans le cadre de son arrêté de réaménagement, l'exploitant de la décharge était tenu de réaliser un certain nombre d'aménagements écologiques pour reconstituer de l'habitat. Et donc, on vient de télescoper ce projet initial de reconstitution d'un milieu. Et donc, ce contexte s'associe au fait que le projet a été lancé en accompagnement donc, à l'initiative de la communauté urbaine, avec un appel à projet, donc avec un opérateur qui a répondu, qui a constitué un dossier, qui a répondu donc à la commission de régulation de l'énergie, qui a été validé, et donc un projet qui est validé administrativement. Et lorsque l'opérateur a commencé à rentrer dans le dur sur les aménagements à réaliser, très vite s'est confronté à la réalité environnementale de cet espace, et donc n'avait pas intégré la notion d'éviter, de réduire et de compenser, bien évidemment. Donc très vite, il a fallu remanier l'implantation du projet pour quand même essayer d'y intégrer un peu de réduction. Pas d'évitement dans le projet, mais un peu de réduction. Donc, il a fallu repositionner un peu l'implantation des panneaux solaires, ce genre de choses, je vous passe les détails. Mais le gros du sujet, c'est finalement la compensation. Et les services de l'État nous demandent une compensation de 1 pour 1, c'est-à-dire avec un impact de 20 hectares, et donc une compensation écologique de 20 hectares. Sur une boucle de la Seine extrêmement dense, avec un foncier compliqué, cher, et la nécessité de compenser donc à proximité sur un milieu équivalent, ça a été dit, c'est la logique, sur un périmètre maximum de 5 km. Et donc, c'est là qu'est entrée du coup cette course contre la montre. Et là aussi, nous avons mobilisé du coup l'opérateur Biodif Seine-et-Yvelines Environnement pour pouvoir accompagner le porteur de projet pour essayer de trouver ce foncier en compensation. Et là, la problématique finalement qui s'est posée a été à la fois de trouver du foncier donc adapté, de réussir à trouver 20 hectares. Ça semble pas énorme, mais c'est énorme à notre échelle. Je peux vous garantir que ça a été vraiment d'une grande complexité. Et puis surtout derrière, encore une fois, le volet économique qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que sur un projet d'une ferme solaire de 20 hectares, la compensation à échelle de 30 ans, aujourd'hui, le modèle qu'on a trouvé avec le foncier qu'on a pu trouver, on est sur un coût
estimé sur ces 30 ans à peu près 2 millions d'euros. Tout compris, en termes d'études, caractérisation, gestion foncière, tout ce qui est études environnementales. Donc, on est sur des coûts qui sont importants et à intégrer, là encore une fois, dans l'équilibre économique du projet de la ferme de la centrale solaire. Et donc, ça veut dire que c'est aussi un sujet qu'il faut anticiper dès le démarrage parce que, à un moment donné, très clairement, l'opérateur s'est questionné sur la pérennité de ce projet et d'aller à son terme puisque l'internalisation des coûts, finalement, faisait que l'équilibre économique ne s'y retrouvait peut-être pas forcément. Donc voilà, aujourd'hui, on en est sur une phase où on a réussi à constituer ces 20 hectares. Et là, on est dans cette phase de discussion avec les services de l'État, justement. Et c'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir aussi très en amont ces questions de débat, de discussion avec les services de l'État, parce que aujourd'hui, on est un peu dans une discussion de surenchère sur la compensation, sur les espèces, sur les milieux, et peut-être compenser au-delà de 20 hectares. Enfin, aujourd'hui, on est dans des discussions qui sont pas simples et elles ne sont pas simples parce qu'elles n'ont pas été anticipées et que tout ça n'a pas été posé très en amont avec eux. Et donc, c'est un des enjeux, c'est un des enseignements que nous avons eus, effectivement, et c'est un véritable cas d'école. Voilà, sur ce deuxième exemple, ce que je vous propose, c'est de passer à la slide suivante, qui sont finalement les perspectives et les enseignements que nous avons tirés un peu de notre pratique et des cas un peu difficiles que nous avons pu rencontrer. Donc, la slide suivante. Et pour finir, effectivement, nous, dans quelle perspective aujourd'hui on se situe? Tout d'abord, comme je l'évoquais, le principe de base, c'est d'avoir une culture commune en interne pour pouvoir vraiment intégrer dans les projets très en amont toutes ces problématiques de compensation. Et donc, un travail d'élaboration d'un guide de vulgarisation de ce que c'est que la compensation est en cours, justement, pour pouvoir partager ça avec les directions métiers, mais aussi avec les élus, puisque ce sont nos élus qui vont au final décider, vouloir porter des projets. Et il est important qu'on ait une culture commune. Et ce que j'appelle un changement de logiciel, tout simplement, de faire en sorte que ces questions viennent en amont d'un projet et pas a posteriori ou en cours de route, parce qu'on se rend compte que voilà, on a oublié le petit sujet environnemental, qui est un gros sujet au final. Deuxième chose que nous sommes en train de travailler, effectivement, du coup, au-delà de la vulgarisation, c'est la définition d'une véritable stratégie communautaire. Avec bien évidemment une stratégie d'alliés, avec des partenariats qui se mettent en place. Alors, j'ai évoqué à plusieurs reprises Seine-et-Vigne Environnement, bien évidemment, le conseil départemental, qui a une capacité de maîtrise foncière aussi très importante, notamment dans ses politiques de mise en œuvre et de gestion d'espaces naturels sensibles et plus largement de sa politique foncière qui est assez active. Des opérateurs, des établissements publics d'État comme les PAMSA, puisque nous sommes sur un territoire OIN. Donc, nous avons un aménageur national, un établissement public national d'aménagement qui agit sur notre territoire et qui fait aussi de la maîtrise foncière et qui a aussi ces perspectives-là en ligne de mire. Autre point, effectivement, c'est d'identifier finement finalement les projets communautaires. Et ça, c'est dans une optique de projection et de vision à long terme. C'est-à-dire que on a aujourd'hui un PLUI qui existe, qui nous donne une vision sur plusieurs années. On sait comment, dans les grandes lignes, notre territoire va évoluer, va s'urbaniser, va se densifier tant sur le plan de l'habitat que des zones d'activité économique ou des zones intermédiaires. Donc, on a aujourd'hui cette vision et donc aujourd'hui, on sait grosso modo dire où on va se développer et où on va impacter effectivement la faune et la flore et où on aura des sujets de compensation qui vont se poser à nous. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, notamment dans le cadre d'élaboration d'une programmation pluriannuelle d'investissement. Donc ça, encore une fois, dans une vision prospective. Et enfin, parallèlement, l'idée, c'est aussi de réaliser une caractérisation du foncier communautaire. C'est-à-dire on se rend compte qu'on a énormément de foncier. On est propriétaire d'énormément de foncier sur notre territoire, alors des patchworks parfois à droite à gauche, des petits espaces ou des ensembles un peu plus massifs.
Et donc là, un gros travail est en cours par notre service foncier, actuellement justement d'identification de ce foncier qui pourrait être mobilisé pour des questions de compensation. Donc là, on est en train de s'orienter vers quelque chose d'un peu intermédiaire qui n'est pas que la compensation à la demande, mais aussi nous constituer un stock pour faire de la compensation par l'offre. En tout cas, c'est un peu l'idée d'être sur ce mode un peu hybride. Et donc, cette première étape de caractérisation du foncier est en cours, d'identification, et ensuite on va lancer toutes les études environnementales qui vont bien pour pouvoir identifier les enjeux sur ce foncier qu'on aura identifié comme potentielle source de compensation. Et enfin, comme je l'évoquais, un gros travail aussi de partenariat avec les services de l'État pour essayer de faire converger nos visions, nos démarches avec les services de l'État et pour qu'on ait cette culture commune aussi avec les services de l'État, pour qu'on parle le même langage et que chaque projet que l'on puisse porter, très vite, on soit en phase sur quelle stratégie on met en place en face pour compenser. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'en ai fini et je vous remercie de votre attention.